Cette semaine, dans le balado, on assiste à la construction de la Tour Eiffel et on se tape des clients dans une chambre d'hôtel de Montréal sur fond du Grand Prix. Eh bien oui. Alors, bienvenue dans mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Alors, cette semaine, offrande plus cinéma d'auteur, disons ça comme ça, sur nos écrans. Oui, effectivement, il y a un petit relâche pour les super productions hollywoodiennes cette semaine. Donc, avant d'y arriver, on va faire un petit peu le tour des actualités parce que c'est vraiment une grande semaine en termes d'annonces parce qu'il faut souligner qu'à Las Vegas, c'est le CinemaCon, une espèce de congrès de distributeurs de films américains qui annonce un peu le restant du programme de l'année 2022 où on annonce des trucs à venir. Donc, ouais, c'est souvent là, comme on disait, que des fois, si vous êtes à l'affût, vous allez sur IMDb, puis là, on voit comme des plages horaires, des slates, là, c'est comme projet non divulgué de James Wan, là, Untitled James Wan Project, des affaires comme ça, ben c'est là qu'on dit finalement c'est quoi, t'sais. Effectivement, qu'on dévoile la chose. Alors, c'est vraiment un congrès destiné vraiment aux professionnels de l'industrie, souvent pour les propriétaires de salles de cinéma. Donc, on en profite pour dévoiler... Ouais. Un peu comme notre Ciné-Québec, ouais, mais vu que c'est toutes les Warner, Universal, Disney, c'est comme... À puissance 1000. Ouais, puissance mondiale, finalement. Donc, on dévoile des bandes annonces, mais qui vont être mises en ligne un peu plus tard. Évidemment, tout ça reste assez secret là-bas. Souvent, on va dévoiler aussi des premières séquences de films. Donc, attendez-vous dans les prochaines semaines d'avoir une cascade, une déferlante de bandes annonces. Mais on a quand même annoncé des projets assez intéressants. Alors, de la part de Sony, trois grosses annonces quand même. Hey, je sais même pas. Alors, je vais y aller, moi, donc. Je vais réagir à tes annonces. Alors, il n'y a pas de grande surprise pour Venom 3, évidemment, suite au succès du deuxième Venom. Mais c'est des succès mitigés, mais ça fait ses frais, ça fait de l'argent, c'est ça. Effectivement. Donc, ça trouve son public, évidemment, beaucoup à l'international, évidemment. Évidemment, on n'a pas de détails si Tom Holland et son Spider-Man ou Andrew Garfield et son Spider-Man vont apparaître, parce que là, on ne sait plus trop dans quelle timeline. Ouais, puis là, Morbius a juste compliqué les choses. Là. Donc, attendons voir. Mais sinon, une belle surprise que je souhaitais, mais j'ai hâte de voir la direction que le projet va prendre. C'est un Ghostbusters 4, donc une suite à Afterlife. OK. Donc, on a probablement que les jeunes comédiens seront de retour. Est-ce que les plus vieux reviendront également? On se souvient qu'à la fin de Ghostbusters Afterlife, il y a Weston Zeddemore qui reprenait la Ecto One dans son garage et tout ça. Donc, lui qui est à la tête d'une grosse corporation, devenu méga riche. Donc, est-ce qu'il va financer des Ghostbusters? Ou en tout cas, reste à voir. C'est-tu Jason Reitman qui est au... on ne sait pas? C'est pas annoncé encore, mais lui avait quand même mentionné qu'il était très ouvert à revenir et continuer la franchise. Donc, à suivre. Sinon, tu parlais de Morbius tout à l'heure. Alors, dans la catégorie des films, je pense que tout le monde ne seront pas intéressés ou vont s'en foutre. On a annoncé El Muerto, qui est un méchant tellement pas connu de Spider-Man, tellement obscur. Je sais pas c'est qui du tout. Qui est un espèce de lutteur mexicain, j'imagine. Ça, donc, avec... voilà. Fait que ça sera... Est-ce que le casting est annoncé? Bad Bunny, que je pense que c'est un chanteur latino. En tout cas, j'ai oublié d'aller vérifier. Qui était... Parce qu'il y a Kraven the Hunter, ça c'est en 2023. Ouais, janvier 2023, c'est le tournage, je pense qu'il est déjà achevé ou sinon sur le point d'être. Là. Puis on avait annoncé Madame Web pour l'été 2023 avec Dakota Johnson. Ouais, c'est vrai. Encore une méchante quand même assez obscure. Mais elle est très liée à Spider-Man. Ouais. Fait que là, ils ont quasiment pas le choix, à moins qu'ils fassent ses early years. Genre quand... Donc El Muerto qui sera le premier super vilain latino. Mais écoute, il y a du bon à ça, mais j'espère que eux, dans leur grand storyboard de la pièce secrète du Sony Spider-Man Universe, ils savent qu'est-ce qu'ils font en ce moment-là. J'espère, là, parce que... que peut-être que ça rend pas justice autant qu'ils voudraient, mais qu'ils ont un plan... clair, ou en tout cas une ligne directrice. À suivre, mais ça ne sent pas bon, comme on dirait. Du côté de Warner, bien évidemment, on a annoncé une suite à The Batman. Oui, c'est ça. Alors, le Matt Reeves reviendra comme scénariste et réalisateur, et Pattinson et Zoe Kravitz aussi, en tant que Batman et Catwoman, évidemment.
Tous les détails sont très secrets. En fait, Reeves a confirmé qu'il n'a même pas débuté le scénario encore. Donc, ça va peut-être prendre facilement 1, 2, 3 ans avant de voir cette suite. Ouais, c'était un peu notre hypothèse quand on a vu le premier, là, que ça allait pas être une trilogie 3 films en 5 ans, puis ça va être plus un film aux 4-5 ans, justement. Là. Peut-être, ou en tout cas, espérons au moins 3-4 ans. Là, ça serait peut-être. Le fun quand même. S'ils se donnent 1 an d'écriture, puis après, il faut donner 1 an, 1 an et demi de tournage, puis d'effets spéciaux, un bon 6 mois de mise en marché. Fait quoi, aux 3 ans, ça serait peut-être possible. Là. Sinon, du côté de Disney, bien, on a finalement révélé le titre de Avatar. Ça sera pas juste Avatar 2. Ça sera pas Avatar 2, ça sera The Way of Water. Parce qu'on sait que... On va aller encore... Y allait-tu sous l'eau un petit peu? Oui, tout à fait. Oui, mais là, ça va être vraiment au cœur de l'intrigue. D'ailleurs, je pense qu'il a développé de nouvelles technologies pour filmer sous l'eau, évidemment, connaissant James Cameron. Et ils ont annoncé que la bande-annonce sera dévoilée exclusivement en salle devant Doctor Strange. OK. Fait que dans 2 semaines déjà. Ouais. Alors, une semaine. Une semaine, ouais, c'est ça. Donc, curieux de voir. Les premières réactions parlent vraiment d'images saisissantes, époustouflantes. Donc, ce qu'on n'en doute pas, est-ce que l'histoire va être plus intéressante et est-ce que le public va avoir faim d'une suite? En tout cas, reste à voir. Mais ils prennent d'assaut le temps des fêtes, eux autres. Là. Ouais, c'est clairement. C'est un gros temps pour aller au cinéma en famille et tout. Là. Fait que si le film est là, disons, là, si le résultat et les attentes, ben je pense que la clientèle et les cinéphiles vont être au rendez-vous. Là. Ne serait-ce que l'objet de curiosité, là, la suite inattendue de annoncer... Depuis qu'il a franchi le milliard, on disait, c'est sûr qu'ils font une suite, ça a pris la vente de Fox, ça a pris des années et tout. Ouais. Et pour créer un petit buzz, on va ressortir le premier film en salle cet automne, en version remasterisée, je sais pas. Il l'avait ressorti, il me semble, quand Endgame a dépassé, là, le James Cameron a dit non, on ressort mon film, faut que je reste le numéro 1. Fait que là, tu vois, il va aller se rechercher quelques millions encore. Et voilà. Mais tu sais, je comprends, c'est pas fou parce que ça fait ça va faire quasiment 15 ans, là. 2009, je pense, c'est ça. Fait que pas loin, c'est ça. Fait qu'un 13 ans, fait que ça peut être bien de se remettre dans le bain. Là, surtout que tu as un jeune public maintenant qui l'a jamais vu au cinéma, qui va être peut-être intéressé de le voir. Donc, à suivre pour les dates de sortie de ce Avatar 1 en salle. Je comprends. Et on a révélé que Lady Gaga va avoir une chanson dans le Top Gun Maverick. OK. Ouais, le titre s'appelle Hold My Hand. Donc, je ne sais pas si ce sera la version Take My Breath Away de l'original, la chanson cochonne de Top Gun Maverick. Alors, à suivre. Ben là, je sais pas, on a hâte de découvrir. Est-ce qu'il va y avoir une relation... sensuelle avec... C'est Jennifer Connelly qui joue sa blonde dans le film. Donc, OK, elle est déjà sa blonde dans le film? Je crois que oui. Okay. Je crois que oui. Je savais pas si elle a encore... Il l'a laissé tenter de séduire de façon cavalière. On verra bien. On voit aussi que dans bande-annonce, il y a je pense pas du volleyball, mais genre, il joue au football en bedaine. Là. Ouais, mais les plus jeunes, fait que là, est-ce que Tom va arriver, enlever son chandail? Donc, voilà un peu le tour pour les annonces de CinemaCon. Sinon, la SODEC aussi ont annoncé quand même quelques projets en tournage ou qui vont être tournés. Donc, on attend vraiment, nous, je pense, impatiemment. Oui, exact. C'est celui le nouveau projet de RKSS, Roadkill Superstar. Eux qui nous avaient donné... Turbo Kid. Ouais, c'est ça, Turbo Kid et Summer of 84 il y a quelques années. Fait qu'encore un film de genre, là, c'est leur spécialité finalement, là, un peu un mélange entre la comédie et l'horreur, la science-fiction. Ça vient d'une série de bandes dessinées, dans le fond, que j'ignorais, moi, de Jerry Frisson et Guy Davis. C'est The Zombies That Ate the World. C'est ça? Tout à fait. Donc, le titre sera We Are Zombies pour le film. Et dans le fond, ça parle d'une ville qui est infestée de morts vivants, mais il y a des zombies non cannibales qui se promènent parmi les cannibales. Donc, ce sera là à l'entour d'un trio de zombies non cannibales là, qui doivent justement essayer de combattre une méga corporation là, qui est maléfique et tout ça, et qui aurait kidnappé leur grand-mère. En tout cas, ça a l'air assez farfelu. J'avais déjà lu, je pense, le premier tome à une certaine époque. Là, je pense que ça remonte déjà à 2003-2004, la bande dessinée, fait que c'est quand même assez vieux. Là.
Mais, fait qu'une bande dessinée humour britannique, là, donc un peu dans ce humour british-là. Donc, à voir, le tournage Je pense que c'est en ce moment. Ça doit se terminer au mois de mai. Donc, Anouk Wissel, Johan Karl Wissel et François Simard, là, qui sont le trio derrière ça. J'avais bien aimé Turbo Kid. Ça avait été une belle surprise. Summer of 84, moi, ça m'avait laissé un petit peu indifférent. Là, je trouvais que c'était sortait un peu moins des sentiers battus. Donc, j'espère qu'ils vont se reprendre un peu avec celui-ci. Ouais, des fois aussi, c'est dommage. Tu sais, ça peut être une histoire qui avait une idée qu'il y avait depuis un bout, mais là, avec tout le Stranger Things, ces affaires-là, soudainement, ça a l'air juste copié, mais c'était probablement pas le cas. Juste petite parenthèse, film de zombies, la semaine dernière, je pense, on parlait du Festival de Cannes, puis que Michel Hazanavicius avec Z comme Z ouvrait ce serait le film d'ouverture. Il a changé le titre finalement là, à cause des récents événements de la Russie et tout. Alors le Z est souvent associé à l'armée russe. Il l'a juste changé pour couper, point d'exclamation. Là. En fait, en français, c'était le Dead... Ah, pas en français, mais l'original, c'était, je pense, Dead Don't Cut. Ou, fait qu'en français, il l'avait appelé Ne coupez pas. Fait que son remake, finalement, c'est complètement l'inverse. Couper. Ouais. Bref. Et c'était la même chose pour We Are Zombies aussi. Ils ont changé le titre, mais je me souviens plus du titre original, mais encore là, c'était sans lien avec la lettre Z là, qui était au cœur du titre. Donc, coup sur coup, on ajuste selon l'actualité mondiale. Sinon, dernière nouvelle qui a retenu mon attention cette semaine, il y a Justin Lin, qui est le réalisateur derrière des peut-être meilleurs, les fans diront, des Fast and Furious. Donc, qui avait tourné le dernier aussi, je pense que c'était le 5 et 6e. Ben, il a quitté en plein tournage le 10e volet, claqué la porte, mais en fait, il reste associé comme producteur, mais il citait des creative differences, des différents créatifs. Ouais, c'est ça. Avec la production ou avec Vin Diesel? Alors ça, c'est pas nommé, mais connaissant le caractère de Vin Diesel, qui n'a pas de l'air évident. Donc, voilà. Alors, la production est arrêtée, probablement, j'imagine, une bonne semaine, le temps de trouver un nouveau réalisateur là, qui viendra chapeauter le tout. En parlant de lettres de l'alphabet, je pense qu'il me semble le titre a été confirmé, parce que là, Fast and Furious, ça joue toujours entre Fast Furious, en mettre des déterminants, les enlever. Puis lui, je pense que ça va être Fast X. D'accord. Donc, c'est quasiment un référent à Triple X aussi, qui avait Vin Diesel. Et c'est le 10e film, donc... J'avais entendu une blague qu'il aurait pu l'appeler, tu sais, vu que c'est le 10e, Fast 10, mais quelqu'un disait ça pourrait être Fasten Your Seatbelt ou quelque chose comme ça. Et je pense pas qu'il serait allé dans ce côté comique, même si des fois, on ne sait pas si la série se prend au sérieux ou pas. Alors... on verra qui prendra la relève de Justin Lin. Sinon, bande-annonce d'un film québécois, moi, qui m'attire vraiment, que j'ai bien hâte de voir, une comédie... Comédie dramatique? Dramatique? Non, je pense juste comédie un peu décalée. Ouais, c'est ça, quand même, avec un ton d'humour là, qui semble exploiter les malaises et tout ça, que j'aime bien, moi. Oui, c'est Ligne de fuite, qui était à la base une pièce de théâtre de Catherine Chabot, mais que là est co-réalisé par Catherine et Myriam Bouchard, c'est ça? Oui. Mais en vedette, Catherine Chabot et Léane Labrèche d'Or et Mariana Mazza, puis leurs copains ou leurs blondes dans le film, mais qui sont comme 3 amis du secondaire qui se revoient quelques années plus tard. Ça a l'air d'être ce temps où tu te demandes si tu devrais être encore avec les mêmes amis ou pas. Là. Ben, dans le fond, elles ont comme une trentaine d'années, mais tu t'aimes, mais tu te compares, puis tout. Puis là, ça a l'air d'un peu dégénéré. À la base, la pièce était un huis clos, là, quasiment juste le temps d'un souper. Mais dans la mise en scène pour le film, là, c'est plus comme... comment dire, là, un party night, là, qui vont d'une place à l'autre, ils explorent les lieux là, pour casser le côté mise en scène théâtrale, mettons. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à en savoir plus, notre épisode sur Ciné-Québec, on a eu un entretien avec Catherine Chabot qui nous parle du film, là, qu'on n'a pas vu encore, mais c'est super fascinant, justement, elle décrit ce genre de détails. Fait que le 6 juillet pour Ligne de fuite. Alors, ça reste d'être une des bonnes comédies québécoises. Je pense que oui, c'est ça. Exact. Ouais. Peut-être pas familial, là, je sais pas, mais dès que t'es comme 10 ans et plus, ou je sais pas trop. Ouais, moi, comme humour, je trouve ça fait penser à du Ricardo Troggi un petit peu. Là, un humour quand même un peu crunchy quand même. Donc, à découvrir, mais moi, j'ai bien hâte. Sinon, voilà, je pense que ça fait un peu le tour des
Des actus, on va passer aux sorties de la semaine. Allons-y dans le québécois, vu qu'on vient de parler québécois. Noémie dit oui, quand même, un film assez percutant de Geneviève Albert, dont il s'agit d'un premier long-métrage de fiction. Elle est surtout connue un peu dans le documentaire, dans le court-métrage, et tout ça. Elle a occupé différents postes aussi là, dans le monde du cinéma, qui met en vedette Kelly DePau, qu'on a vu dans La déesse des mouches à feu. Alors, que raconte Noémie dit oui? Alors, Noémie est une jeune fille de 15 ans qui vit dans un centre jeunesse depuis quelques années. Mais soudainement, elle va perdre, disons, tout espoir d'être reprise par sa mère. Elle va donc fuguer du centre jeunesse. La seule personne qu'elle connaît, c'est une ancienne amie du centre, dans le fond, qui, elle aussi, a quitté ou fugué, là, c'est pas trop clair. Fait qu'elle va s'introduire à son cercle d'amis à elle, réaliser que son ami fait du service d'escorte, là, de la prostitution. Puis, ben, en se laissant convaincre, elle va finir par dire oui, finalement, à participer à un week-end de prostitution pendant le festival, le Grand Prix de Montréal. Ça tombe à pic maintenant que le Grand Prix revient cette année. Ben voilà. Ben, écoutez, c'est un film percutant. Ça parle de prostitution et de prostitution juvénile. C'est visé 16 ans et plus, finalement. Mais le film, ça veut pas une célébration, c'est plus une dénonciation, c'est pour en parler. En fait, Geneviève Albert, ben, c'est pas accidentel, là. Elle a écrit le scénario, ça l'a touché. C'est un milieu qui la touche beaucoup. Mm-hmm. Elle a été observatrice dans des centres jeunesse aussi pendant quasiment un an en préparation pour ça. Puis, ça paraît dans son traitement, si on veut, tout semble tristement réaliste là-dedans. T'sais. Oui, c'est très, très bouleversant, empreint d'un réalisme là, assez saisissant. Donc, soyez prêts. On peut le comparer un peu à la série télé La Fugueuse là, pour faire un référent, mais c'est encore plus... écoute, si cette série-là vous a chaviré, Noémie dit oui, là, c'est tout aussi saisissant et cru, encore plus cru même, je dirais. Mais c'est un film qui traite le sujet avec intelligence. Ouais. Et vraiment porté par une Kelly DePau, encore là, qui était incroyable dans La déesse des mouches à feu et confirme vraiment son talent de grande actrice là, pour son si jeune âge. Là, honnêtement, là, elle est incroyable. Absolument. Puis... c'est un peu ça, je cherchais mes mots, excuse précédemment, mais Geneviève Albert disait que de faire le film, c'était la seule réponse qu'elle a trouvée pour contrer le sentiment d'impuissance, dans le fond, qu'elle ressent à l'égard de la prostitution. C'est comme, il y en a plein, mais tu sais, tout le monde s'en fout, on continue notre vie, puis on se dit, ben, il n'y en a pas tant que ça. Oui, il y en a ailleurs, il n'y en a pas ici. Puis elle a dit, ben, regarde, je vais faire un film choc qui va réveiller les gens à dire, il y a ça, tu sais. Puis la Formule 1, en plus, c'est pas anodin. C'est vraiment un gros week-end, là, que dans les centres jeunesse, tout le monde est en fuite, puis en fugue ce week-end-là, parce que, ben, là, le film te montre un peu ça, comment tu te fais amadouer, t'es au moment le plus... comment dire donc vulnérable, exactement. Puis là, c'est ta seule accroche. Puis on dit, ben, c'est pas si pire, c'est juste du sexe, puis blabla, on va faire full d'argent, puis ça va bien aller, tu sais. C'est pas... c'est ce qu'on voit un peu dans le film, tu sais, son ami, son chum pimp, puis il est un peu plus raide, mais elle fait un peu par amour pour quelqu'un, fait que c'est pas... tu te demandes si c'est de bonne foi pour vrai, tu sais, tu souhaites que ça marche, puis tu sais, dans ce film-là, la lumière qui est la plus forte, c'est celle comme de Noémie. C'est qu'elle est intelligente, est comme lumineuse. Fait que tu veux juste que ça finisse bien, genre, si on veut, puis qu'elle s'en sorte. Mais oui, il y a une grosse séquence où, tu sais, elle va enfiler les clients, c'est le cas de le dire, puis on prend soin de montrer les clients, de montrer que c'est du monsieur, madame, tout le monde. C'est du monde qui a de l'argent, c'est du monde qui sont juste sur le party, c'est des jeunes qui veulent perdre leur virginité, mais c'est comme ils cognent à la porte, ils ont une application pour réserver, puis ok, ben je retourne au Grand Prix, puis dehors c'est la fête, tout est beau, dans la chambre d'hôtel c'est complètement silence, malaisant, puis dit oui à tout, puis... Alors, on voit une faune très variée et toutes ces séquences-là sont tellement bien amenées. Donc, vraiment, j'ose dire, du cinéma intelligent, bien fait, bien construit, qui va susciter plein de discussions là, avec vos ados, assurément. Exactement. C'est un film à montrer. Puis ça donne très hâte de voir ses prochains films aussi, parce que on voit que c'est quelqu'un, Geneviève, de très intelligente dans sa mise en scène, dans toute la préparation. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, à en savoir plus
un peu à l'image de Norbourg. On a eu des entretiens avec l'équipe du film, là, les 4 comédiens principaux, dont Kelly DePau et Geneviève Albert également. Fait qu'on va mettre ça en ligne dans les prochains jours. Là. Comme d'habitude, là, il n'y a pas nécessairement de divulgateur, de spoiler, mais je pense que c'est plus intéressant si vous avez vu le film. C'est plus un complément à voir après, comme des behind the scenes un peu. Effectivement, ouais, ça lève le voile sur ces productions-là de films. C'est le fun d'avoir accès aux comédiens, aux réalisateurs là, qui nous parlent évidemment de leur vision puis comment tout s'est déroulé. On a appris plein de choses vraiment fascinantes sur le tournage de Noémie Dioui. Oui, qui est un tournage assez délicat. Oui, voilà, tout à fait. Un autre film saisissant qui, je ne sais pas si dérange, mais en tout cas, quand même une prémisse assez originale. À plein temps, un film français d'un réalisateur franco-québécois, d'Éric Gravel, dont il s'agit d'un deuxième film. De quoi nous raconte ce film-là? À plein temps, c'est... principalement Laure Calamy, qu'on a vu dans Antoinette dans les Cévennes, plus récemment, il y a quelques mois, dans Louloute, ou dans 10%, là, Call My Agent, pour les fans de la série télé. Laure Calamy est une femme de chambre dans un gros hôtel parisien, un genre de 5 étoiles. Elle est aussi mère monoparentale, mais elle vit à la campagne, donc très loin du centre-ville de Paris. Et elle essaye juste de conjuguer finalement la garde de ses enfants, donc gérer un peu la gardienne, l'école, aller travailler, être en processus pour trouver un nouvel emploi parce qu'on comprend qu'elle veut retourner dans son domaine d'études, qu'elle avait pris une pause après l'arrivée de ses enfants. Mais il y a une immense grève des transports en ce moment, là, fait que c'est le genre qui doit prendre un train de banlieue pendant comme 1 heure et quart tous les matins, fait que là, c'est complètement l'enfer. C'est pas mal ça le synopsis finalement. Fait que c'est quelqu'un qui en a plein les bras, exténué, monoparental, puis en plus on y coupe comme son transport, fait que soudainement elle se retrouve en retard partout. C'est en mode de survie. Ouais, c'est ça, extrême là, que tu ressens sa fatigue puis son fardeau, là, on la voit là, qui s'endort le soir, le cadran sonne, puis c'est comme, j'ai pas le choix, là, faut que j'y aille, là, puis pas mal limite endetté également, fait que... Moi, ça me rappelait plus récemment les films des frères Safdie, là, Good Time puis Uncut Gem, qu'on parlait beaucoup que c'est un peu ça, là, une espèce de truc avec une musique, un rythme incessant comment la personne va sortir de cette situation-là. Évidemment, ici, il n'y a pas le côté de criminalité, là, de drogue, de vol d'argent ou autre chose comme ça. Là. C'est juste comme... C'est un récit qui devient empathique, là. Tu voudrais juste comme l'aider ou juste dire OK, je vais te cuisiner des soupers, là. je vais aller te lifter ou genre fais juste pleurer sur mon épaule parce que genre ça n'a pas de bon sens, là. Écoute, je vais te donner 200$, fais quelque chose, là, mais... Ce qui est intéressant du scénario, c'est qu'on entend souvent parler dans les médias ici des nombreuses grèves des moyens de transport en France, donc ça a l'air quelque chose d'assez commun, mais on voit vraiment les impacts sur le gens ordinaire, sur les personnes qui doivent utiliser ces moyens de transport-là. Et elle n'a pas de marge de manœuvre. Non, vraiment pas. Donc, Éric Gravel, c'est ça, réussi à créer un film là, vraiment intéressant, très rythmé, avec une musique qui nous plonge dans cette atmosphère de trailer, une course contre la montre, va-t-elle réussir, tout ça. Donc, quand est-ce que ça va s'arrêter, il y a ça. Ouais. Puis, tu sais, qui te laisse miroiter que à un moment donné, ça va aller bien, là. Faut juste que je fasse ça, tu sais, faut que j'aille la nouvelle job, ou faut que je trouve une gardienne, ou faut que je... Puis c'est comme... Mais tous les paramètres vont pas bien en même temps, là, fait que c'est super prenant. Puis le film dure comme 1h25 à peu près, là, fait que c'est straightforward, là, c'est un sprint un peu, là. Fait que ouais, ça rend un peu, en fait, comme Noémie aussi, c'est des films qui rendent un peu inconfortables, mais c'est comme un manège d'une certaine façon, là. Fait que moi j'ai vraiment adoré à date, c'est ça. C'est pas des gros canons hollywoodiens qu'on penserait aller voir, mais moi c'est des films que je trouve qui ont vraiment beaucoup de qualité cinématographique, dans le fond. 2 genres complètement différents, là, mais... Tout à fait. Et à noter qu'Éric Gravel avait remporté le prix meilleur réalisateur à la Mostra de Venise, tout comme Laure Calamy, celle d'actrice quand même. Ouais, c'est ça. Mais sur la section Horizonti, là, c'est comme c'est pas la grosse, là, c'est comme quand il y a à Cannes, j'ai oublié. Plein regard. Un certain regard, c'est ça. C'est comme la tranche à côté, mais quand même, c'est pas anodin.
Et c'est des prix pleinement mérités. Donc, Voilà. à plein temps. Autre film français, mais très différent. Oui, qu'on oui. cherche un tout autre public. Plus langoureux, peut-être. Donc, Eiffel de Martin Bourboulon, qui nous avait quand même donné 2 bonnes comédies. Moi, que j'avais bien apprécié, Papa ou Maman, volet 1 et 2. Petite comédie familiale très, très Ouais, divertissante. je les ai même pas vus, mais j'en ai entendu parler. Puis on en parlait quand Barbac était sorti parce que Ouais. son nom m'échappe, mais c'est La comédienne Ouais, qui... qui jouait la mère de Papa ou Maman. voilà. Puis il va faire aussi les 3 mousquetaires, là, justement, Oui. qu'on parlait en 2 volets l'année prochaine. Gros projet. Donc, Eiffel met en vedette Romain Duris et Emma Mackey, qu'on peut voir dans Sex Education, ce qui est quand même curieux parce que c'est une série britannique, Ouais. alors qu'elle est française. Et honnêtement, pour avoir écouté la série, c'est à s'y méprendre. Ben, elle est très née en bonne. France, mais c'est. Je me souviens plus Un lequel parent des deux. anglais, Ouais, c'est peut-être, ça. Un c'est ça. père français puis une mère britannique. Voilà. Fait qu'elle était dans Mort sur le Nil aussi. Oui, tout à fait. Elle joue aux États-Unis également. Alors, que raconte Eiffel? Eiffel, ben, c'est le même Eiffel que la Tour Eiffel, vous avez bien compris. Fait que notre cher Gustave Eiffel, joué par Romain Duris, vient de terminer sa collaboration pour faire la Statue de la Liberté. Et il est comme au pic de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 qui arrive à Paris. Mais lui, il veut juste travailler sur le projet du métro. Mais il va recroiser par un concours de circonstances son amour de jeunesse, qui est joué par Emma Mackey. Ben, de jeunesse, pas quand il avait 15 ans, mais on comprend Début qu'il y a peut-être vingtaine, ouais. quelques années. Là. Mais leur relation est un peu interdite puisqu'elle est maintenant mariée à son ami joué par Pierre Deladonchamp. Puis ça va l'inspirer à, disons, changer l'horizon de Paris pour toujours et ça va le forcer en lui à créer finalement la Tour Eiffel. Alors, on est dans vraiment le film d'histoire classique français, rempli de bons sentiments. Ouais, c'est très ça. à l'américaine, on doit se dire. Là. Entre le biographique puis le romantique, là, je dirais même que le film, c'est comme la trame de fond et la construction de la Tour Eiffel, mais le côté romance est peut-être un peu plus présent. Tout à fait. C'est une histoire d'amour avant tout. C'est plus comme un 60-40, là, que c'est pas 50-50, mettons. Là. Et dans le traitement, donc c'est ça, c'est plus gavé de bons sentiments. Donc au niveau technique, c'est vraiment impeccable. D'ailleurs, moi, ce que j'ai apprécié, c'était vraiment d'avoir les dessous de la construction de la tour. C'était vraiment fascinant à voir. Et c'est peut-être, je pense, les meilleures séquences. Littéralement les dessous, là, quand ils sont vraiment. genre pour le principe de fondation, parce que c'est construit sur le bord de la Seine. Fait que là, pour faire... on s'entend que c'est pas une dalle de béton de 6 pouces là, que tu fais pour asseoir ta tour Eiffel. Fait que là, la manière qu'ils pompent avec une... voyons comment ça va, ils changent la pression pour que ça force l'eau à quitter. C'est quand même fascinant, ce bout-là. Vraiment. Ouais. Donc, toute cette récréation-là là, est très, très bien faite. Et les comédiens aussi sont quand même très efficaces. Oui, dans absolument. Le rôle-là. D'ailleurs, Romain Duris, c'est toujours très bon. Emma Mackey, je pense, prend de plus en plus de galons, autant en Europe, je pense, que maintenant aussi à l'américaine. Donc, ça y bâtit. C'est comme si elle commence avec une carrière internationale. Vraiment, là, tout à c'est fait. quand même hallucinant. Je dois te dire, par contre, petit bémol, il y a une certaine différence d'âge entre les personnages qui est comme pas très clair si le personnage de Eiffel devrait être plus jeune, mais il voulait vraiment Romain Duris. Romain Duris, qui va être dans les Trois Mousquetaires, fait que probablement qu'il a une bonne affinité avec Martin Bourboulon. Puis même principe, peut-être c'est comme Mackey, elle est super bonne au casting, elle a une carrière, on veut ce nom-là, elle ressemble à Margot Robbie, je sais pas, mais finalement, humainement, il y a à peu près 30 ans de différence entre 22 ans que j'ai 22, c'est ça. Elle avait 25 et lui a 47. Fait que là, comme le film est parsemé de flashbacks pour comprendre comment ils se sont connus, qu'est-ce qui s'est passé dans leur relation et tout, tu te dis, ben là, était-tu supposé avoir comme 15 ans ou aujourd'hui, il faut penser qu'elle a 35 ans, mais elle en a comme 25, genre? Je lisais un article, effectivement. Donc, Romain Duris, ils l'ont rajeuni digitalement pour les scènes de flashback. OK. Bien que, il n'y a pas une si grande différence. Il aurait dû peut-être y enlever sa barbe. Peut-être. Puis qu'on aurait peut-être pu dire, OK, il est comme pareil, là, finalement, ils ont enlevé des rides. T'sais. Ouais, c'est ça. Alors que Emma Mackey, ils l'ont pas vraiment fait vieillir. Là. Je pense que c'est juste de la façon peut-être qu'elle se peigne, qu'elle est maquillée, mais effectivement, c'est... d'ailleurs, les critiques l'ont soulevé beaucoup ouais, c'est en ça. France. Mais mettons, si on accepte ça, là, puis c'est comme... c'est très beau pour ça, mais effectivement, je pense que si vous voulez
l'histoire exacte de la construction de la Tour Eiffel, puis tout, c'est plus le côté romantique qui l'emporte dans ce film-là. C'est assumé qu'il y a une part vraiment inventée, là, parce que d'ailleurs, la scénariste Caroline Bongrand, que j'avais vu en entrevue il y a peut-être 1 an ou 2, et en fait, ça fait que presque 30 ans qu'elle magasinait ce scénario-là. Okay. Et même qu'au début, elle avait présenté aux Américains. Donc, c'était même Liam Neeson qui devait jouer Gustave Eiffel. Ouais. Donc, voilà. Luc Besson l'a eu entre les mains aussi au milieu des années 2000. Puis finalement, elle a sorti un livre qui s'appelle Eiffel et moi, parce que vous allez voir au générique, il y a à peu près 5-6 scénaristes. Ah, c'est pour ça. Okay. Et finalement, ils ont tellement modifié le scénario, ils ont gardé l'intrigue de base. Là. Donc, elle a vraiment le cœur brisé, finalement, que son scénario a été martelé comme ça et approprié par différents scénaristes. Et ça se sent peut-être un peu dans le film. Là. On ne sait pas trop quel ton que le film veut prendre, mais bref. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus aussi sur la coulisse du film, ça peut être intéressant. Mais voilà. Oui, parce qu'il vient, évidemment, c'est ça, des enjeux sociaux aussi, du financement, des trucs comme ça. Ben, un projet de cette envergure-là, on dit « Ah oui, c'est beau », puis quand ça commence, on fait « Non, on arrête ». Ben oui, mais là, on peut pas arrêter avec 4 pattes de construite. Puis juste le principe, comment il arrime les 4 pattes aussi, là, c'est ça, c'est une scène vraiment cool. Je pense qu'il y a comme, de mémoire, il n'y a plus de musique, c'est juste, en tout cas, il faut comme qu'ils placent, puis ils ont un jeu de pompes, de sablier pour comme les déplacer, puis les mettre de niveau, puis... bolter ça, visser ça pour que ça tienne. Ouais, c'est hallucinant, cette affaire-là. Puis les photos de tournage, là, on voit qu'ils ont... Oui, il y a des écrans verts, évidemment, là, surtout pour recréer un vieux Paris, mais ils ont construit des bouts de Tour Eiffel, là, des quadrillés, là, genre d'échafaudage et tout. Fait que, c'est très impressionnant. Là. C'est une grosse production. D'ailleurs, le film avait remporté 3 Césars, celui des costumes, décors et effets visuels. Ah ben voilà. Ouais. Sinon, à l'affiche, il y a quelques tout petits trucs, aussi des petites curiosités. L'Inhumain de Jason Brennan, qui est un film peut-être un peu plus indépendant. C'est un suspense d'horreur qui met en vedette le rappeur et acteur Samian, qu'on avait vu dans Hochelaga, Terre des Âmes, entre autres. Très intéressant ici, c'est un neurochirurgien qui est réputé, dans le fond, à Montréal, qui, disons, cache assez mal sa dépendance aux drogues, aux narcotiques. Puis là, il y a une succession de tragédies personnelles qui vont l'amener à retourner sur la réserve autochtone où il a grandi. Et disons qu'il va y retrouver plusieurs mauvais souvenirs, dont une certaine connexion peut-être avec l'esprit du Wendigo. Fait que c'est il me semble que c'est Jason Brennan qui l'a aussi écrit. Puis c'est comme l'histoire du Wendigo, de la légende amérindienne, une espèce d'esprit maléfique, comme il se l'est fait conter, lui, quand il était jeune. Fait qu'il a comme repris ça, mis ça dans une histoire contemporaine, si on veut. Très intéressant, oui, ça vire plus un peu horreur, fait avec pas beaucoup de budget, mais bien fait. Fait que plutôt que tenter des gros effets, puis disons... pas les réussir. Oui. On retourne aux effets pratiques, des personnes costumées, des cascadeurs. D'ailleurs, la personne qui joue le Wendigo, si j'ai bien vu, c'est une femme en plus, une cascadeuse. Puis là, on va rajouter des effets de fumée, des trucs comme ça. Fait que, c'est très efficace comme film de genre. Très sympathique. Puis évidemment, ça va un peu dans la mouvance des prises de parole autochtones dans le cinéma. Là, on a eu plusieurs cette année, Bootlegger, Beans, Night Raider, et j'en oublie probablement. Fait que, très intéressant si vous voulez quelque chose d'un peu différent. Lisez pas comme c'est le plus grand film d'horreur puis ça va vous empêcher de dormir, là, mais c'est pas non plus un drame, là, disons. Sinon, c'est le retour de Liam Neeson dans Taken 10. On est rendu... Ben là, Liam Neeson, je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de s'en ennuyer puis il y a déjà un film d'action. Là, il me semble qu'on parlait d'Opération Blacklight il n'y a pas si longtemps encore. C'est vrai, oui. Mais là, il revient, c'est peut-être juste un timing puis souvent aussi, les acteurs sont déçus de ça. Là. Eux, ils tournent dans 4 projets différents en 2 ans puis tous les films sortent en dedans de 6 mois. Là, c'est bon. Fait qu'ils n'ont pas le contrôle là-dessus rendu là. C'est le suspense d'action Mémoire meurtrière ou Memory, mais réalisé par Martin Campbell, qui est un habitué des films d'action. On se souvient notamment de GoldenEye et Casino Royale. Mais des meilleurs James Bond, d'ailleurs. Exactement. Il en a fait aussi tout son lot. Là, j'oublie les titres, mais avec... il a fait d'autres films avec Pierce Brosnan après les James Bond et autres. Ici, il y a Liam Neeson, Guy Pearce et Monica Bellucci. Fait qu'il y a un gros casting quand même. Ben là, comme d'habitude, comme souvent, là,
Mais Liam Tu cherches à se Neeson... venger de quelque chose. Ben, en fait, c'est que il est un assassin. Souvent, Liam Neeson, il est comme un gars méchant, mais qui a un bon cœur. oui. Genre, fait que c'est encore un peu ça. Là. L'assassin, Alex Lewis, il est connu pour sa précision, sa discrétion. C'est un tueur à gages méthodique. Mais là, il va se retrouver devant un contrat qui dépasse ses limites morales. Il refuse de le faire. Sauf que là, à ce moment-là, c'est sa tête qui est mise à prix. Fait qu'il va devoir retrouver genre la personne qui a donné le contrat. Mais il y a un agent du FBI joué par Guy Pearce qui lui court après au travers de ça. Et ben, sa mémoire va commencer à lui faire défaut. C'est un genre de... pas aussi intense, mais à la Memento, en parlant de Guy Pearce, là, qui va commencer à faire des actions ne sachant plus la vérité ou là-dedans. Fait que c'est ce genre de spirale de suspense un peu psychologique, mais surtout action. Fait que pour les fans du genre, ben, Liam est là pour vous en fin de semaine. La semaine prochaine, c'est le retour des gros films de super-héros, des grosses productions. Doctor Strange 2, appelé dans le multivers de la folie, par Sam Raimi. Une espèce de continuité un peu du dernier Spider-Man. Donc, très hâte de voir ça, effectivement. C'est le retour de Sam Raimi dans un film de super-héros. Ouais, puis et dans un film tout court, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait. Quelques années, effectivement. Et on va retrouver également Scarlet Witch de Elizabeth Olsen, donc son personnage aux côtés de Doctor Strange. Fait que, à suivre. Est-ce que la voix de Patrick Stewart sera celle du professeur X? Et est-ce qu'on verra Tom Cruise en une version d'Iron Man? D'un autre Il y a des rumeurs de plus en plus persistantes qui disent que oui, mais je demeure encore sceptique. C'est quoi l'autre? Ah oui, ce serait John Krasinski en Monsieur Fantastique, peut-être. Aussi, c'est ça. À découvrir la semaine prochaine. Probablement dès jeudi soir aussi, dans plusieurs cinémas. Tout à fait. Mais au menu, il y a beaucoup d'autres sorties la semaine prochaine. Il y a 3 films québécois, là, vite comme ça. Il y a Un été comme ça de Denis Côté. Il y a Inès de René Beaulieu. Puis, je m'excuse, j'oublie l'autre. Une journée très spéciale, c'est ça? Oui, très belle journée de Patrice Laliberté. Je pense que oui. Oui, lui qui avait fait le premier film Netflix québécois. Puis là, c'est un film qui a tourné avec un téléphone cellulaire. Aussi un genre d'action. Là. Tantôt, on parlait des Safdie. Ça a l'air d'être un peu dans la même veine. Bref, on vous reparle de tout ça la semaine prochaine. D'ici là, écrivez-nous au balado au singulier @monciné.ca pour discuter. Et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori et la nouvelle mouture, le nouveau volume, numéro, pardon, vient d'arriver. C'est avec Arsenault et Fils, justement, en page couverture. Et tu as écrit un papier sur Top Gun, je pense. Oui, effectivement. Chronique rétro sur Top Gun. Et, fait que tu vas tout savoir quand le 27 mai, on va discuter du nouveau Top Gun Maverick. Vas-tu avoir au moins un ou deux fun facts pour nous, j'imagine? Ah, assurément. Et puis, on invite les gens à réécouter ou écouter notre spécial sur Norbeau, on le mentionnait, donc toujours disponible avec les comédiens et le réalisateur. Et comme on vous disait aussi, on en prépare un sur Noémie Dioui qui va suivre très bientôt. Et puis là, on est en fin d'épisode, mais j'avoue qu'au début d'épisode, on aurait pu mentionner que là, on parlait du CinemaCon, mais le Comic-Con de Montréal a sorti sa programmation. Là, les plages horaires sont pas toutes là, mais au moins qui sera là. Et nous y serons, mesdames et messieurs, avec l'équipe de la bataille de Farador. Effectivement, oui, on aurait dû mettre ça dans nos actions. On n'y a pas pensé. On est trop dedans, fait qu'on y pense pas. Là. C'est ça, c'est plus secret, là, on peut le dire. Fait que ça va être le dimanche 10 juillet. L'heure est à déterminer. On espère peut-être en début d'après-midi. Fait que pendant, je pense, c'est 1 heure, on va discuter de le film La bataille de Farador, qui lui va prendre l'affiche probablement peut-être plus début 2023, mais il va sûrement s'inscrire dans plusieurs festivals tout au courant de l'automne. Fait que les membres à confirmer... qui sera présent, c'est à confirmer, mais avec probablement des comédiens, réalisateurs, scénaristes, cette belle brochette-là. Tout à fait. Et sûrement qu'une bonne annonce en exclusivité sera dévoilée. Alors, pour les mordus, ce sera l'occasion d'aller goûter un petit peu au film avant sa sortie éventuelle. Exact. Puis, je sais pas si tu le sais, c'est ça, on peut pas prendre un billet pour ça directement. Il faut que tu prennes ton accès pour ta au journée. Comic-Con. C'est ça. Tu as des forfaits pour toute la fin de semaine ou par journée aussi. Parfait. Donc, voilà. Fait que, fait que ça conclut l'épisode. Alors, on vous souhaite un bon cinéma et du bon popcorn. À la prochaine.